Devant ce paysage de forêts profondes et de reliefs escarpés, on pourrait croire à un décor sauvage, abandonné par la vie humaine. C'est pourtant ici, en plein cœur de la Dordogne, que depuis près de 50 000 ans, cette vie humaine s'est épanouie. Car si elle tient son nom de la rivière qui serpente entre ses flancs, la vallée de la Vézère est aussi celle que les Homo sapiens ont habitée à la préhistoire. En suivant les traces de notre aïeul Cro-Magnon à travers celle que l'on appelle la vallée de l'Homme, nous allons parcourir sur ses pas les sentiers de l'histoire. Notre sentier parcourt l'une des régions les plus connues de France, la Dordogne, plus précisément sur les bords de la Vézère, dans la vallée du même nom. Les bords de la rivière regorgent de trésors archéologiques d'importance, allant de l'abri de Cro-Magnon aux premières formes d'art graphique connues, et notamment les impressionnantes grottes de Lascaux, à Montignac. Ce spectaculaire art pariétal, probablement lié à des pratiques rituelles, était situé au fond des grottes et difficile d'accès. Au contraire, l'habitat des humains se situait exclusivement dans des abris sous roches extérieures, exposés à la lumière du jour, et nombreux dans cette région de longues falaises calcaires. Depuis Montignac, nous allons suivre la rivière qui serpente jusqu'aux Aisies de Taillac, village revendiqué comme la capitale mondiale de la préhistoire. Réputation loin d'être usurpée, étant donné le nombre de sites préhistoriques présents sur ces 50 km. Pour découvrir la région, rien de mieux qu'en commençant par rencontrer son principal propriétaire, Jean-Max Touron. Amoureux de la région et de son histoire, il consacre sa vie à partager cet exceptionnel patrimoine sur lequel il veille, comme avant lui, sa famille l'a fait depuis plusieurs générations. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'homme de Cro-Magnon passait ici, exactement où nous sommes. Il y a déjà 30 000 ans, il montait dans ces falaises. C'est qu'il y avait souvent un microclimat déjà dans la vallée de la Vézère, même pendant les grandes périodes glaciaires. Il y avait du gibier, il y avait des abris sous roches pour se protéger, des grottes. Donc, une espèce de microcosme sur une cinquantaine de kilomètres entre Terrasson et Limeuil, avec une concentration énorme de gisements préhistoriques. On a le gîte et le couvert, en quelque sorte. Alors vous voyez, ici il y a une belle fontaine et c'était un endroit très favorable pour habiter. Il y a les abris sous roches et l'eau. Donc l'eau sort d'ici depuis des millénaires, depuis toujours. Les animaux venaient se désaltérer, les hommes aussi. C'était un endroit très favorable à l'installation humaine. La passion de Jean-Max pour les conditions de vie des premiers hommes l'a amené à présenter dans leur habitat naturel des scènes de leur vie quotidienne.
les nombreux sites de la vallée sont classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, la plupart des monuments historiques de France sont des biens privés que certains propriétaires acceptent de mettre à la disposition du public, comme le fait justement Jean Max. On est sur la vallée de la Vézère et c'est vrai que je suis propriétaire de nombreux sites archéologiques et de falaises dans cette vallée. Et oui, je suis un peu chez moi pour le moment. Ma famille est originaire d'ici. Mes ancêtres sont du Moustier. Le Moustier qui a donné son nom à une période préhistorique qu'on appelle le Moustérien. Et je dis souvent, en dérision, mais peut-être pas, qu'on est là depuis le Paléolithique. Les premiers hominidés apparaissent à la surface du globe quelques 7 millions d'années avant le présent. Cousins des grands singes, ils évoluent pendant des millions d'années en différentes espèces qui cohabitent en Afrique. Si l'on ignore précisément à quelle période les premiers hommes arrivent en Europe, on sait que plusieurs espèces se côtoient, et notamment la plus évoluée d'entre elles, Homo sapiens, et son premier représentant connu, l'homme de Cro-Magnon. Il est découvert en 1868 aux Aisies de Taillac. À cette époque, les connaissances sur l'humanité de la préhistoire sont très parcellaires et chaque découverte ouvre de nouvelles pistes d'investigation. Sur les bords de la Vézère, les sites de fouilles se multiplient et les découvertes aussi. Certaines si importantes qu'elles définissent bientôt une nouvelle vision de la chronologie préhistorique. Ainsi, le site de fouilles du Moustier, qui donnera son nom à une période préhistorique, le Moustérien, tout comme le site de la Madeleine, qui marquera la période du Magdalénien. Depuis la fin du XXe siècle, les fouilles se sont poursuivies et la vallée s'est rapidement vue rebaptisée la vallée de l'homme. La particularité de cette vallée est aussi d'avoir été habitée sans discontinuer depuis le Paléolithique. Cette présence humaine persistante s'explique par la géographie calcaire de la région, propice à l'habitat, et également par la proximité de la rivière, qui regorgeait en ces temps reculés de nourriture riche en protéines et plutôt simple à se procurer sans trop d'efforts. C'est aussi pour la beauté du site et les ressources qu'il recèle qu'on continue encore aujourd'hui de vivre sur les bords de la Vézère. C'est le cas de Louis et de son collègue Aloïs, membres de la société de pêche locale. Ça le tient, ouais? Allez. Ouais, bon, on va les sortir après. Conservateur de la rivière et de son équilibre, il nous embarque au fil de cette nature préservée dans les méandres de la Vézère. Allez, on va partir sur du leurre coloré, tu vois. On va faire du leurre coloré, ça va être sympa. Attends, hein, on va se mettre en position. Hop. On va aller prendre le courant. Donc tu vois, sur l'ensemble de la Vézère, de la rivière, on a des traces de pêche préhistorique. On a retrouvé des ossements de saumon qui remontent jusqu'à Néandertal. Donc on parle de 100 000 ans. Mais en plus de ça, on a retrouvé des hameçons rudimentaires, des harpons. C'était vraiment une vie qui était placée autour de la pêche et des poissons. Alors, à l'époque, c'était que du saumon, quasi exclusivement du saumon, qui remontait par l'embouchure de la Gironde et qui remontait après la Garonne, la Dordogne, et après, évidemment, remontait les petits affluents comme la Vézère. Tout ça, ça communique. Donc le poisson, après, se répartissait
évidemment, suivant ses besoins et ses envies. Et malheureusement, il y a, au XVIIe, on a commencé à vouloir canaliser un petit peu cette rivière. Et résultat, les poissons ont eu du mal à remonter, donc ont eu du mal à se reproduire. Une rivière qui était riche en salmonidés, aujourd'hui, elle va être riche en des carpes, des gardons, tu vois, des poissons d'une eau plus calme, plus chaude. Donc ça, tu vois, c'est une petite couleuvre à collier. Tu vois, autour de sa tête, elle a un joli collier. C'est très craintif, hein. Regarde un peu cette chevelure là, c'est magnifique. Les poissons aiment bien s'y cacher là. Voilà, la renoncule aquatique. Donc ça, c'est de l'habitat pour les poissons, hein. Sinon, c'est un désert la rivière, hein. On est sur du rocher, il y a un peu de gravier au fond, là, tu peux le voir, hein. Mais s'il n'y a pas ces herbiers, c'est un désert, il n'y a pas d'habitat. Juste au bord, là. Là, tu peux avoir un poisson posté. On va animer un petit peu fort, tu vois. Ça peut réveiller l'agressivité du brochet. Poisson! Là. Ah, il suit, il suit! Ah. Là, regarde, regarde. On va le récupérer doucement. On essaie de pas lui faire de mal, regarde. Ça, c'est un magnifique petit mâle. Eh oui, c'est un petit mâle qui sort de la reproduction. Tu vois, il était abîmé par les femelles. Eh ben, tu sais quoi? On va le remettre à l'eau, parce qu'il doit être fatigué, et il va repartir tout seul, tranquille. Je vais à la pêche pour être en lien, tu vois, avec mon environnement, avec la nature, avec la rivière, avec tout ce qu'on voit, là, tu vois, regarde si c'est joli. C'est très sauvage. On est au bord des chemins de randonnée, là. C'est absolument splendide, hein. Puis t'as un calme ambiant sur la désert. Notre pêche s'achève à l'approche de Saint-Léon-sur-Vézère, l'un des plus beaux villages de France, et c'est à pied que nous pouvons maintenant longer le cours d'eau. Si les forêts que nous traversons n'existaient pas à la préhistoire, les chemins tracés par les falaises perdurent depuis des millénaires, comme celui qui nous mène maintenant vers l'important site de fouilles de Castelmerle. Dans les falaises qui surplombent la rivière, le site de Castelmerle est fouillé depuis plus d'un siècle sans interruption. C'est le domaine de l'archéologue Isabelle Castanet, elle aussi enfant du pays, toujours attachée à ces lieux et à leur histoire. Alors là, nous sommes actuellement sur un chemin de randonnée qui est un petit chemin entre Rocher et Rivière, donc la Vézère. C'est un chemin qui relie Serjac, le village de Serjac à Saint-Léon-sur-Vézère. Et durant le Moyen-Âge, ce chemin était utilisé pour commercer entre les deux villages, étant donné qu'il n'y avait pas les ponts. Donc ce chemin a été réhabilité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est totalement en immersion dans les falaises. Donc on va avoir des falaises tout le long. Et
on va aussi avoir 2 sites préhistoriques. On va avoir le site de Castelmerle d'un côté et de l'autre côté, on aura les sites sur Saint-Léon. On a un paysage occupé depuis des milliers d'années, depuis au moins 40 000 ans, par Homo sapiens. Donc on est vraiment dans un cœur historique. Toute cette vallée était peuplée durant la préhistoire. Il faut s'imaginer qu'il y avait peu de végétation à l'époque et on avait des abris sous roche et des lignes d'abris avec des groupes de nomades qui séjournaient dedans, tous ensemble, durant une même période. Donc avec des hommes de Néandertal qui sont aussi des nomades, qui vivent comme ça, qui se déplacent régulièrement et qui séjournent dans plusieurs de ces abris sous roche, qui sont aussi principalement des chasseurs, ils vont aussi être un peu pêcheurs, un peu cueilleurs, mais on a surtout Homo sapiens qui va arriver et qui va vraiment, alors Homo sapiens c'est le conquérant, hein, il va arriver, il va rentrer en communication avec Néandertal, puisqu'on sait aujourd'hui qu'ils se sont reproduits, hein, bien sûr. Hein, c'est les nouvelles études qui montrent qu'on a un petit pourcentage de Néandertal en nous. Mais voilà, donc nous sommes des Homo sapiens. Et Homo sapiens, c'est aussi très avide de connaissances. Donc il va énormément circuler dans cette vallée pour tester des nouvelles matières premières. Et puis on va se rendre compte qu'ils échangent aussi beaucoup de choses. Donc ils étaient en connexion les uns avec les autres, ils échangeaient. Donc ça veut dire que probablement, ils communiquaient par la parole. Ils avaient probablement un langage donné. Mais en tout cas, ils échangent aussi des savoir-faire, des matières premières et des objets terminés. Alors ce chemin qui est déjà exceptionnel de par la formation géologique, cette formation géologique a fait qu'on est dans un espace assez frais, qui fait qu'on a la formation et le développement plutôt d'une fougère à feuilles pleines qui est extrêmement rare et vous en verrez tout le long. Par exemple, cette fougère est protégée. Là, on commence à voir la roche qui forme des abris. Donc là, on est vraiment sur le site préhistorique où on va avoir une continuité d'abris sous roche qui ont été occupés pendant à peu près 37 000 ans dans ce vallon. Dans les abris sous roche, c'est un lieu de vie. Ici, on va vivre, on va fabriquer des outils, on va faire du feu, on va manger, on va tanner des peaux de bêtes, on va faire de la couture, on va faire énormément de choses. Donc on est vraiment sur quelque chose lié à la vie de tous les jours. Alors ici, il y a une source. On peut entendre qu'elle est toujours active. Elle est alimentée par un petit goutte à goutte. Donc en fait, ils avaient l'eau courante à domicile durant la préhistoire. C'est quelque chose qui est très important, parce qu'une fois que vous avez déjà de l'eau à l'intérieur de l'endroit où vous vous installez pour un campement, après, une fois que vous avez du gibier qui passe en bas, vous avez tout pour revivre, quoi. Alors la particularité des abris sous roche du vallon de Castelmerle, c'est que sur les 10, on en a 5 qui étaient entièrement gravés, sculptés et peints. Donc la production artistique des abris est probablement une production pour montrer à l'ensemble de la communauté humaine. L'art pariétal des abris, que nous considérons aujourd'hui comme une expression artistique, était en fait davantage un support de la tradition orale. Un langage destiné à la transmission pour d'autres générations ou d'autres groupes d'humains. C'est aussi ce qui explique sa présence en façade, exposée au regard de tous. L'histoire du site est aussi celle d'une passion familiale. Le découvreur des premiers vestiges préhistoriques de Castelmerle était l'arrière-grand-père d'Isabelle, l'archéologue Marcel Castanet. Donc mon arrière-grand-père va commencer à faire des fouilles dès 1905
et il terminera à peu près vers 1935-1937. Et à partir de là, plusieurs campagnes de fouilles vont continuer jusqu'à nous. Et ce qui est très intéressant, c'est que sur 4 générations, on a fouillé des abris quasiment de manière continue. Donc on a fait un siècle de fouilles quasiment au même endroit. La préhistoire, c'est la période la plus longue de l'humanité qui a donné le moins de corps possible. Si tu veux, après, avec la sédentarisation, les gens vivent au même endroit, donc vont construire des cimetières et vont enterrer les gens regroupés dans un même endroit. Là, on est face à des populations nomades à une très grande échelle. Donc en fait, voilà, trouver des corps, c'est très très rare. Et là, il y a un bébé qui a été découvert, probablement un très grand prématuré, qui avait été enterré volontairement. Et il était accompagné d'éléments de parure, notamment de coquillages marins perforés. Et il était posé sous une pierre. Et on parle d'un enfant qui est daté à peu près de moins 17 000 ans. On a longtemps imaginé Néandertal comme un ancêtre de Cro-Magnon, moins évolué, proche du singe, peu développé. On sait maintenant que non seulement il a cohabité avec Homo sapiens durant près de 10 000 ans, mais qu'il s'est aussi reproduit avec lui, avant que son espèce ne s'éteigne. Sur le site de Castelmerle, Nicolas pratique l'archéologie expérimentale. Il reproduit les techniques utilisées par Néandertal, et notamment la taille du silex, que les premiers hommes maîtrisaient à la perfection. Bon, ce que je vous propose, c'est de vous montrer le savoir-faire des hommes du Paléolithique. Je vais m'intéresser juste à l'homme de Néandertal. Cette espèce humaine a une image un peu faussée, que l'on doit au premier préhistorien du début du XXe siècle. On l'imaginait plutôt comme une sorte de demi-singe, sans aucune compétence, sans aucun savoir-faire. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc je vais travailler un nodule de silex. Voilà, la matière première, le silex, dessus une enveloppe qu'on appelle le cortex, à l'intérieur le silex. Je prends mon matériel de taille, je commence avec le percuteur dur et préparer ma zone de débitage. Allez. Parfait. Et très rapidement, je vais changer de percuteur. Je vais travailler au percuteur tendre. C'est du bois de cervidé, bois de cerf ou bois de renne. C'est pas du bois, hein, c'est de l'os en fait. C'est une matière osseuse extrêmement solide. Et là, je vais affûter un peu mon tranchant. Donc, sur quelque chose d'utilitaire, les hommes ont pris le temps de faire de jolies choses. Une base, une pointe, 2 tranchants convergents, une symétrie bilatérale, une symétrie bifaciale, plus épais sur la base, plus fin sur la pointe. Et avec ça, maintenant, je vais pouvoir couper, avec la pointe qui est très fine, couper des matières tendres, couper la peau, couper la viande. Avec la pointe, je vais pouvoir éventuellement percer. Mais avec cette partie aussi du tranchant, je peux scier du bois. Le silex, c'est une matière qui est extrêmement, si je veux bien, voilà, tranchante. Ça, c'est du cuir. Maintenant, le feu. Je vais utiliser un briquet, en fait. C'est l'association d'une roche dure. Ça peut être du silex, mais c'est vraiment pas indispensable. En fait, il faut une roche dure. Donc ça peut être du jaspe. Là, j'ai un petit morceau de jaspe. Je pourrais utiliser aussi du quartz pur, du cristal de roche, associé à un nodule de pyrite. En fait, la pierre à feu des préhistoriques, c'est la pyrite. La pyrite est un sulfure de fer. Et c'est donc la présence du soufre qui m'intéresse. On va utiliser une matière qui est très efficace, qui était présente à certaines périodes du Paléolithique. Ça s'appelle de l'amadouvier. L'amadouvier est un champignon que l'on trouve sur les arbres morts ou malades. C'est un champignon qui se nourrit du bois. Et je vais percuter au-dessus du champignon. Je vais prendre un peu d'herbe sèche, un peu de foin, et je vais préparer une sorte de nid comme ça.
Homo néanderthalensis était beaucoup plus dégourdi qu'on ne l'a longtemps pensé. Il a développé de nombreuses techniques pour subvenir à ses besoins, se nourrir et se protéger. Sa méthode de chasse à l'aide de saguets a été reconstituée à partir d'éléments en os et en pierre trouvés dans la région, ainsi qu'en étudiant les pratiques de tribus aborigènes qui utilisent encore aujourd'hui ces techniques. J'ai bien essayé un petit peu, juste pour... Et on va frapper. Cro-Magnon s'est progressivement installé dans les abris sous roches et a développé de nouveaux outils pour la pêche, la chasse ou la fabrication de vêtements. Toutes ces évolutions rendent la vie dans la vallée plus confortable, ce qui multiplie rapidement la population et surtout la sédentarise dans la région. Dès lors, les générations suivantes poursuivent l'exploitation de la rivière, mais surtout de la roche, avec la création d'outillages à l'âge de fer qui permettent de creuser des habitats troglodytes. Le plus monumental de ces ouvrages demeure la célèbre roque Saint-Christophe et ses impressionnantes falaises creusées. Pour un amoureux des falaises comme Jean-Max, la roque Saint-Christophe est un véritable joyau. Sur pas moins de 5 niveaux de terrasses taillés dans la roche, cet habitat troglodyte a vu l'occupation humaine perdurer depuis la préhistoire. C'est le plus grand site troglodytique d'Europe. Les habitations de falaises s'étendent sur près de 900 mètres de long, 80 mètres de haut et sur 5 étages. Habituellement, dans les falaises, on va en haut de la falaise ou en bas, alors que là, vous voyez, on peut circuler sur la façade. Depuis 50 000 ans, les hommes préhistoriques ont été attirés par ces hautes falaises et ces grands abris sous roches. Et chaque civilisation arrivant ici détruit ce qui avait été fait par la civilisation d'avant. Donc les traces les plus visibles, ce sont la dernière occupation. Cro-Magnon habitait les espaces déjà creusés par l'érosion. Puis, avec l'âge du fer, les moyens techniques ont permis de creuser les falaises pour y réaliser des logements confortables et protecteurs. La vie humaine s'y est ainsi épanouie pendant l'Antiquité, puis jusqu'à la fin du Moyen-Âge, sans discontinuer. Elle s'est maintenue de façon moins régulière pendant les siècles suivants, jusqu'à servir de cache aux résistants locaux durant la Seconde Guerre mondiale. Une occupation massive de la falaise date des invasions des Normands. L'évêque Frothaire de Périgueux va faire aménager ici un fort et une ville afin de protéger les populations civiles et également d'aménager sur les hautes terrasses des engins de guerre pour stopper les bateaux des Normands qui passaient en contrebas. Au 8e siècle, la rivière qui avait attiré la vie humaine sur ses rives devient source de menaces. Les tribus venues du nord l'utilisent pour pénétrer dans les terres et en piller les richesses. Les habitations se fortifient alors, et de façon tellement efficace que les tentatives d'invasion du Périgord par les Vikings sont définitivement repoussées au début du 9e siècle.
Il y a une maquette qui est assez intéressante qui vous permet de voir comment était la façade du rocher. Tout le long de cette terrasse, on peut imaginer des centaines de maisons qui épousaient à peu près la forme de la falaise, avec des gens qui vivent là. La falaise était habitée partout, vous voyez, il y a des escaliers. Là, on a des chambres. La population habitait plutôt le bas. Le clergé habitait plutôt ces terrasses. Et les militaires habitaient l'autre côté, le fort. Pour moi, les falaises, c'est beaucoup, c'est énorme. Et je m'intéresse depuis toujours au troglodytisme. Et chaque fois que dans la région, il y a eu des sites à vendre sur lesquels il y avait une falaise, chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'en ai acheté pour les sauver, pour les réhabiliter, pour les dégager de tout ce qui les encombrait, de tout ce qui est venu pendant des siècles. La falaise, c'est un peu ma vie. Un superbe exemple de l'occupation médiévale des falaises reste visible à quelques kilomètres de la Roque Saint-Christophe, dans une autre des propriétés de Jean Max, la maison forte de Reignac. Également creusée dans les falaises calcaires, elle a probablement été habitée depuis la préhistoire, comme toutes les falaises de la région. Fortifiée au XIe siècle, elle sera occupée jusqu'au XVIIIe sans aucune interruption. Si le point de vue offert par les falaises a permis aux hommes de vivre protégés durant des siècles, c'est en descendant la rivière que nous allons maintenant pouvoir les contempler idéalement en naviguant jusqu'aux Aisies de Taillac. La Vézère courante, comme on l'appelle lorsqu'elle est d'un niveau élevé, est le terrain de jeu préféré de Philippe, ancien kayakiste professionnel qui, depuis son canoë, invite à découvrir la vallée sous un angle différent. Depuis la préhistoire, on peut bien imaginer qu'il s'en est passé des choses. Et ça a toujours été un endroit de vie. Alors les hommes préhistoriques se sont installés parce que le cadre était là. Il y avait du gibier, il y avait les abris sous roche, il y avait la matière première. Et puis après, ça a suivi en fait. Il y a 50 km de rivières navigables. Chaque partie a son intérêt. Donc ça, c'est quand même assez rare. Souvent, tu as une belle partie et puis après, c'est plus fade. Et là, il y a toujours, culturellement, il y a toujours des trucs. On peut s'arrêter visiter, on touche les sites. Là, on va toucher la Madeleine. Là. Si je veux, je m'arrête, tac, je vais visiter. Habité par Cro-Magnon il y a 17 000 ans, le village troglodyte de la Madeleine fut fortifié au Moyen-Âge et son occupation s'est poursuivie depuis, dans un cadre préservé. La Madeleine, c'est un site préhistorique qui a donné son nom à l'époque magdalénienne. Ils étaient vraiment installés sur une place stratégique fabuleuse. Il est exposé plein sud. Donc il y a l'eau, il y a les poissons, il y a le gibier qui passe. T'as l'abri sous roche. Pour l'époque, c'est énorme.
On pourrait y vivre encore actuellement à la Madeleine. Début 19e, il y avait encore des gens qui habitaient dans ce genre de site. Donc après, on a voulu le confort, hein, la fée électricité est arrivée, l'eau au robinet et tout. Hein. Donc cette vue, tu peux pas l'avoir autrement qu'en canoë. Il n'y a pas d'accès routier là. Là, si tu regardes juste devant toi, il y a un gros pilier et il y a un gros trou carré en plein milieu du pilier. C'est un trou de guetteur en fait. Donc ils postaient des gars dans les falaises comme ça et ça leur permettait de voir les gens qui remontaient la rivière. Notamment les Vikings qui se sont fait repousser. Et c'est facile à creuser, donc on part d'un trou existant et après on arrive à l'agrandir facilement, quoi. Pas forcément avec des outils élaborés, hein. Il faut juste du temps, mais à l'époque, je crois qu'ils avaient du temps. Et là, on voit un trou de guetteur et le cheminement, comment les gars ils se rendaient au milieu de la falaise. C'est 4 poutres qui en tiennent une plus grande. Là, c'est les falaises du bout du monde. Elles font 100 mètres de haut. Là, on a encore un autre trou de guetteur dans la falaise, qui, à mon sens, est le plus joli de la vallée. Il est vraiment en surplomb au-dessus de la rivière, là. Et si on imagine qu'il n'y a pas de végétation, ben, tu vois 4 km au-dessus, en fait. Et à l'époque, il y avait beaucoup moins de végétation. C'est pas grand, hein. Mais bon, le gars, il était peinard, là. Il pouvait pêcher, il pouvait se baigner. Une fois dépassé le bout du monde et les derniers méandres sauvages de la rivière, nous accostons finalement aux Aïzis de Taillac, conclusion de notre voyage dans la vallée. Mais les derniers kilomètres qu'il reste à faire sont particulièrement riches en histoire et en découvertes, puisque celle que l'on surnomme la capitale de la préhistoire abrite de nombreux sites de première importance. C'est notamment ici qu'habite Jean-Max Touron. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de penser qu'il y a 30 000 ans, il y a des hommes qui empruntaient ce petit passage. Ils ne pouvaient pas faire autrement si vous voulez aller dans la continuité de la falaise. Sans être la plus spectaculaire, la propriété que Jean-Max chérit par-dessus tout, la brique Romagnon des Aïzis, est au centre de la popularité de la région. Après sa découverte, un nombre impressionnant de fouilles archéologiques, souvent riches de résultats, seront réalisées le long de la Vézère. Le nom de notre ancêtre vient de l'occitan cro, qui signifie creux, accolé au nom de Monsieur Magnan, le propriétaire des terrains à l'époque. En 1868, on est alors sous Napoléon III et on va faire une découverte fondamentale pour l'ancienneté de notre espèce. L'homme de Cro-Magnon a été découvert sous ses abris. Donc on est en 1868, des ouvriers, des Aïzis, des jeunes frangins, des frères, viennent attaquer un tas de sédiments pour récupérer ces sédiments et empirer des chemins. Donc ils vont faire une découverte tout à fait fortuite. Le long de cette falaise, ils vont commencer à trouver un creux, un abri sous roche. Et là,
ils trouvent des premiers ossements, ils trouvent des silex taillés, ils trouvent une défense d'éléphant. On saura plus tard que c'est du mammouth, mais ils ont dit d'éléphant. Et peu à peu, ils vont tomber sur des crânes humains, plusieurs crânes. C'était une sépulture collective. Il n'y avait pas qu'un homme de Cro-Magnon, mais il y avait des hommes de Cro-Magnon. Donc là, ils arrêtent les travaux. Ils préviennent les savants parisiens. Dès la découverte, on a compris que c'était des ossements très anciens, puisqu'ils étaient associés avec des ossements de mammouth, d'ours des cavernes, de rennes. Mais la date exacte, on ne la connaissait pas. Par contre, ils ont pu dater les littorines. C'est des espèces de petits coquillages qu'on trouve au bord de la mer. Et ces coquillages ont pu être datés de 28 000 ans. Et il y avait un journaliste qui avait titré « Cro-Magnon daté grâce à un bigorneau ». Cette découverte a permis de savoir l'ancienneté de l'Homo sapiens. On pensait que l'Homo sapiens n'avait vécu sur Terre qu'il y avait 3 ou 4 000 ans avant Jésus-Christ, alors que là, on vient de faire une découverte où on prouve qu'il y a au moins 35 000 ans, on était déjà là. Et on y est encore. On avait déjà découvert des hommes anciens, des hommes de Néandertal. On avait bien vu qu'ils n'étaient pas comme nous. C'est très différent. Ces découvertes dans la vallée vont aussi modifier considérablement la conception scientifique de l'évolution. C'est dans le même temps qu'a lieu la naissance des théories de Charles Darwin. Il y avait certains savants qui pensaient à l'évolution, mais on en était au créationnisme. On sait que tout avait été créé d'un seul coup par Dieu. Si on suivait la Bible, on pensait que l'homme avait été créé quelques millénaires avant Jésus-Christ. On ne croyait pas à l'évolution. Maintenant, il y a de nombreuses personnes sur Terre qui ne croient pas à l'évolution. Et on croit tout savoir maintenant, et on sait qu'on ne sait pas grand-chose. Là, on est dans une nature extraordinaire. Vous voyez, des arbres magnifiques, une futée incroyable, des chênes verts, des chênes rouvres, des pins. Mais lorsqu'il y avait des rennes, c'était plutôt une végétation de toundra. Le glacier se trouvait sur le massif central à 150 km au nord. Donc là, on était dans des zones un peu plus tempérées, mais la végétation était très différente. Durant les premiers temps de l'occupation humaine en Europe, il y a 200 000 ans, de violentes périodes glaciaires alternaient avec des moments tempérés. Les hivers tombaient alors fréquemment sous les moins 50 degrés Celsius, comme c'est le cas aujourd'hui dans les zones de toundra. Vers moins 20 000 ans, après la dernière période de glaciation, les températures commencèrent à augmenter, ce qui permit la sédentarisation d'Homo sapiens et son installation dans les abris sous roches, nombreux dans la région. L'occupation de ces abris sous roches intéresse tout particulièrement le préhistorien Jean-Jacques Leyer-Merle. Il est directeur du musée des Eysys, consacré à l'activité créatrice et artistique des premiers hommes. Au dernier maximum glaciaire, on est là vers à peu près 20 000 ans. Donc on a des animaux très très froids. Et finalement, la globalité du territoire français
est assez peu fréquentée par l'homme. Les seuls endroits où l'homme existe de façon un peu pérenne, c'est-à-dire ne fréquente pas ces espaces de façon saisonnière, c'est grosso modo le grand sud-ouest de la France, plus ou moins en oscillation avec la barrière pyrénéenne. Donc on a un grand foyer de préhistoire qui se trouve dans la Grande Aquitaine et qui se trouve de l'autre côté espagnol. Et des endroits tels que la vallée de la Dordogne et la vallée de la Vézère, ils sont très intéressants. Oui, il y a déjà une situation, disons, de conditions d'habitat qui sont favorables, tant au niveau climatique qu'au niveau, disons, de l'existence de refuges naturels qui sont largement exploités par les hommes de l'époque. Dans cette Grande Aquitaine, il y a des zones où la présence de ces grottes calcaires va en plus permettre, mieux qu'ailleurs, la conservation des vestiges préhistoriques. Jean-Jacques Leyer-Merle s'intéresse au mode de vie des hommes de la préhistoire et à leur évolution sous le règne de Cro-Magnon. À ce titre, le célèbre abri du Poisson, bien que de dimension modeste, fait considérablement progresser les connaissances. Trouvé à la fin du XIXe siècle, le site sera rapidement fermé par une enceinte afin d'en assurer la conservation, comme la majorité des abris sous roche. Vous voyez clairement que c'est un poisson, c'est un saumon qui, incontestablement, occupe, si vous voulez, le cœur de cet abri. Alors, c'est un symbole, c'est un élément rare dans l'art pariétal, mais c'est quand même un élément significatif. Et donc, ça montre l'importance non seulement de ce thème, mais peut-être aussi des activités de pêche préhistorique. Pourquoi la pêche? À proximité du plan d'eau. Pourquoi le saumon? Eh bien, récupérer des protéines en pêchant le saumon, c'est quand même un petit peu moins compliqué et dangereux que de récupérer des protéines en chassant le rhinocéros. Voilà, donc voilà. Et en plus, le saumon, il a un avantage particulier, c'est que c'est un animal qui est facile de conserver. On peut le traiter par séchage, par fumage, etc. C'est bien maîtrisé. La capacité à créer des stocks de nourriture va permettre à ces populations, vous voyez, de s'abstraire, disons, des contingences de l'immédiat. On fait des stocks, et donc, bon, ça va permettre de développer d'autres activités, notamment des activités symboliques. Daté de moins 25 000 ans, l'abri du Poisson est le premier site archéologique à être conservé sur place, en province, tout comme le sera ensuite le site de Cap-Blanc, au début du XXe siècle. De taille beaucoup plus conséquente et daté de moins 17 000 ans, il présente sous forme de haut et de bas-relief un bestiaire de chevaux, bœufs et bisons taillés dans la masse, à même la roche. À Cap-Blanc, on a une technique particulière qui est véritablement la sculpture en relief. On est sur de la sculpture vraiment monumentale. C'est que c'est, si je puis dire, une expression symbolique de plein air. Il faut avoir à l'esprit que c'était quelque chose qui était destiné à être vu de l'extérieur, en plein air, et où vraisemblablement les variations de la lumière du jour, du positionnement du soleil selon les saisons, devaient avoir des effets optiques assez intéressants. Clairement, la peinture pariétale, c'est quelque chose d'assez restant dans l'histoire de l'Homo sapiens, et je crois que le fondamental de la région, disons, de l'ouest de l'Europe, et plus particulièrement de l'Aquitaine et de son pendant de l'autre côté des Pyrénées, vous voyez la zone cantabrique jusqu'au Portugal, le truc qui est vraiment fondamental, c'est ça, c'est cette apparition, ces premières traces d'expression symbolique, graphique, qui correspondent, au moins en apparence, au franchissement d'une étape culturelle particulière. Et ça apparaît surtout à un moment où l'homme, l'anthropologique si je puis dire, qui en est très vraisemblablement l'auteur, il n'est pas à ses débuts, au niveau de son apparition. Le sapiens, ça fait au moins 200 000 ans qu'il existe, voire davantage. Et c'est seulement vers, disons, 50 000 au sens large, vous voyez, que ce sapiens va franchir le pas de cette expression symbolique. Donc c'est quelque chose un peu comme si ça correspondait, vous voyez, à une sorte d'étape qui est franchie par cette humanité, l'acquisition de l'expression symbolique.
Si d'autres hominidés avaient déjà utilisé le graphisme, notamment Néandertal, rien de comparable n'avait jamais été réalisé. On estime aujourd'hui qu'à peine 10% des sites de la région ont été fouillés. De nombreuses découvertes restent encore à faire pour mieux comprendre comment ont vécu nos ancêtres et qui ils étaient vraiment. Mais cette petite vallée d'une 50aine de kilomètres nous en a déjà beaucoup appris en à peine un siècle et demi. On a des réserves archéologiques qui n'ont pas été encore entamées. Donc ce sont des sols que l'on pourra fouiller dans des années, dans des siècles, dans des millénaires. Ceux qui arriveront après nous, il faut leur laisser de la matière. Depuis les premiers habitats troglodytes jusqu'aux manifestations artistiques ou religieuses, depuis Montignac jusqu'aux Aïzis de Taillac, la Vézère poursuit toujours sa course sinueuse entre les roches ancestrales emportées par le courant de l'histoire.